Bonjour à tous et bienvenue sur actionscriptfacile.com. Dans ce petit cours AS3, nous allons voir comment créer un jeu de type Zelda RPG en AS3. Donc, étant donné que c'est un petit peu... Il y a beaucoup de concepts à aborder dans la création d'un jeu de type Zelda, ce sera fait en étape par étape. Donc, dans la première partie de ce cours, nous allons donc créer le jeu avec le déplacement du décor, la construction des niveaux, les tests de collision. Et dans des cours suivants, nous allons voir comment intégrer des ennemis, que le héros puisse sauter par-dessus des obstacles, rentrer dans une maison, etc., etc. Donc dans ce cours, nous allons utiliser le framework PureMVC qui est relativement simple à mettre en œuvre pour commencer à s'amuser un petit peu. Je vais donc vous montrer comment organiser votre projet, la structure, le fichier FLA, qu'est-ce qu'il doit contenir, un petit peu comment utiliser FDT. Puis nous allons créer les classes types comme d'habitude. Et là, le plus intéressant, nous allons commencer à intégrer l'algorithme du jeu, c'est-à-dire à utiliser le moteur de tile. Donc ce moteur, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai trouvé sur un site internet et je l'ai adapté en ActionScript 3 et avec le framework PureMVC, l'architecture de type Zelda que je voulais mettre en place et vous montrer. Puis nous allons voir la création et le déplacement du décor, le déplacement du personnage, les tests de collision avec les éléments de la carte et également le chargement de niveau, c'est-à-dire si vous utilisez votre jeu avec un niveau qui est hyper long, ça va être long à charger, très long à calculer pour le flash, donc ce n'est pas très optimisé. Donc vous allez voir que dans le jeu il y a des portes, quand le héros passe la porte, en fait ça lance le chargement. Après c'est vous qui l'implémentez, moi je l'ai mis en statique, mais vous pouvez mettre chargement dynamique de fichiers XML des graphismes du jeu et création du nouveau décor. Donc passons tout de suite à la pratique. Nous allons donc par regarder la construction de notre fichier FLA. Donc notre fichier FLA, on va créer un fichier SWC. Il suffit de cocher cette case, exporter un SWC. Et c'est tout, le reste on ne change pas. Il y a le fichier SWF, après c'est vous qui voyez. Là, c'est des cours que j'essaye de faire le plus simple possible. Donc, on va utiliser un fichier SWC pour nos graphismes. Mais après, qu'il y a un fichier SWF, vous pouvez charger dynamiquement ce fichier SWF, donc les niveaux. Donc, un fichier SWF qui contient les graphismes par niveau. Après, c'est en fonction de la complexité du jeu. On rajoute plus ou moins d'éléments externes chargés dynamiquement à la demande en fonction des actions de l'utilisateur. Donc on va utiliser un moteur de tile, c'est-à-dire que notre carte, notre jeu va être composé de plein de cases qui feront 30 par 30. Donc des éléments de 30 pixels par 30 pixels positionnés à 0, 0 et collés les uns aux autres. En fait, ce sera un tableau avec des coordonnées en X et en Y, et à chacune de ces coordonnées correspondra une petite case comme celle-ci, une tile, ça s'appelle un engine tile en anglais, moteur de case on va l'appeler en français, et ces petites cases vont permettre de construire votre niveau. Donc là il y en a plusieurs, donc ce sont à chaque fois des images GIF, PNG ou JPEG que vous placez dans un clip qui s'appelle Tile. Et quand on va construire notre niveau, je vais vous montrer, on fera un go to stop vers la tile à afficher. Donc on peut en mettre autant qu'on veut, c'est pas limité. Si on regarde notre bibliothèque, on a tous nos éléments ici, les images. Voilà, donc des images PNG. Après, bon, moi je suis pas très fort en graphisme, donc j'ai fait ça très simple. J'ai récupéré, c'est un logiciel qui permet de créer des jeux RPG. Donc j'ai récupéré les images. Donc j'en ai créé plusieurs. Ensuite, on a notre héros. Donc notre héros, il a 4 images clés en fonction de la direction où il va aller.
donc à droite, à gauche, en haut. Et également, il a une animation, c'est-à-dire quand le héros descend, il fait cette animation. Quand le héros monte, il fait cette animation. Alors, il suffit de rentrer dedans pour voir l'animation du héros. Pareil à droite et à gauche. Voilà toutes les animations de notre héros, tout simplement. Ensuite, nous avons la bordure. Donc c'est une bordure qui est au-dessus de tout l'écran, qui met un petit peu en valeur le jeu. Donc là, c'est vous qui choisissez graphiquement. Comme d'habitude, vu que c'est un fichier SWC, pour chaque élément dont on a besoin, on exporte pour ActionScript, classe héros, et c'est un movie clip parce qu'il y aura des goto and stop. Pareil pour le tile, on a besoin des propriétés du movie clip goto and stop pour sélectionner l'élément du décor, comme je vous l'ai dit. Tac. Et bordure, ce sera un sprite, puisqu'il n'y a pas d'animation dans notre bordure. Une fois que tout ça est prêt, on exporte en fichier SWC et on passe sous FDT. Donc notre fichier SWC, il est ici, et on remarque tous nos éléments. Char, dans Hero, il y a le movie clip char qui est accessible, comme d'habitude, parce qu'on va pouvoir agir dessus. Donc on lui a donné un nom ici, char, ou on peut l'appeler Hero comme vous voulez. Ça nous permet à nous d'agir dessus depuis l'ActionScript directement. Donc n'oubliez pas de l'appeler char. Vous devez retrouver sa propriété ici. Donc c'est effectué avec pure MVC. On part de notre classe main comme d'habitude et un petit startup. Je vais passer un petit peu plus vite. Je vous renvoie au cours flash sur pure MVC pour comprendre un petit peu l'architecture du projet. Il faut savoir que dans notre application, on a nos commandes. Le modèle, il n'y en a qu'un seul, peut y en avoir plusieurs, c'est pas exclu. Et nos vues, tout simplement. Et application façade qui contient les commandes et les événements. Enfin, ces événements appellent des commandes. Je les sépare toujours, ces événements qui appellent des commandes, des événements classiques qui communiquent de vue à vue ou autre, de modèle à vue, etc. Donc, on a enregistré toutes nos commandes et on envoie la notification Startup. Comme d'habitude, Startup, ça va créer notre modèle. On récupère le stage, parce qu'on va en avoir besoin, et créer nos vues. Ici, on récupère le route et on crée nos vues. Donc, la création des vues, elles sont ici, c'est l'application Mediator. On positionne nos vues, donc, si ici on positionne nos vues, on a la vue background, si vous regardez, elle est vide. Ça peut servir si on veut mettre certains éléments dans le décor vraiment en dessous de tous les autres. Là, j'ai utilisé à la place la propriété SWF Background Color et je lui ai mis cette valeur. Mais sachez qu'il y a la vue View Background qui est prêt à accueillir des graphismes et qui sera là pour ça. Ensuite, on a notre carte, le décor, donc le héros qui est par-dessus la carte. Les murs, donc c'est la bordure, les bordures, et la vue gagner, donc c'est le bouton commencer en fait, tout simplement. On regarde notre modèle. Notre modèle, j'ai mis une petite classe setup modèle. Pour l'instant, il n'y a rien dedans, mais moi j'aime bien laisser ce qui peut servir pour faire évoluer le jeu, parce que là, le jeu n'est pas terminé. Dans les prochains cours, nous allons nous en servir. Là, il y a la gestion du onEnterFrame, c'est-à-dire que on s'enregistre quand le jeu... Enfin, quand l'utilisateur appuie sur le bouton commencer, on écoute onEnterFrame pour envoyer un événement toutes les images par seconde. Quand le joueur appuie, bon là il n'y a pas le bouton, mais quand il y a Game Over ou Gagné, on enlève l'événement onEnterFrame. Et à chaque image par seconde, on envoie cet événement. Toutes les vues abonnées réagissent. Bon, les commandes, ça c'est le clic droit sur le menu. Démarrer Start Game, c'est pour... lancer le onEnterFrame
Et ça, c'est pour créer notre Mediator. Pas grand chose comme commande. Le modèle, on l'a vu rapidement, il est assez simple. Maintenant, les vues. View background, elle est vide. On a la vue gagnée qui a uniquement un seul bouton, le bouton commencer. Je passe très vite parce que c'est pas ça le cœur du jeu. La vue héros, donc qu'est-ce que fait le héros? Eh ben, on le crée. Donc setup UI, c'est appelé sur Start Game. On fait un setup UI et un setup control. Donc on crée notre héros. On le positionne en position neutre dans le movie clip. Pareil pour l'animation. On l'ajoute sur la scène et on envoie la largeur et la hauteur du héros. En fait, il y en a besoin pour la création et le déplacement du décor. Et ensuite, setup control, c'est-à-dire qu'on va écouter les actions de l'utilisateur sur certaines touches. Donc, sur certaines touches, on utilise un simple booléen true ou false, tout simplement, très simple. Booléen true ou false suivant la touche qui est appuyée. Space, je l'ai mis, ça servira pour plus tard, c'est pour que l'utilisateur puisse utiliser son pistolet ou son épée pour tuer des ennemis. Et en fonction du type de booléen, on envoie un événement, déplacer la carte avec les datas, la direction en X, la direction en Y. C'est aussi simple que cela, et ça, ce sera récupéré cet événement par ViewMap. Donc, en fonction du bouton appuyé, la direction change en X et en Y, évidemment. Si aucune touche n'est pressée, ben, on positionne en position neutre notre héros. Sinon, eh ben, on lance l'animation concernant le héros en fonction de la direction qu'il a pris, donc de la touche appuyée. Donc ça, c'est la vue héros. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a une seule chose, elle écoute l'événement update pose 0, c'est-à-dire ViewMap, vous allez voir, la carte se déplace et il faut évidemment déplacer le héros. Donc cette carte ViewMap envoie un événement qui est récupéré par ViewHero et il met à jour ses données. Ici, tout simplement. Sa position, donc. La position du héros change. On écoute l'événement envoyé par le modem en interframe et c'est là où on envoie les événements MoveMap à la classe ViewMap. Sur chaque image par seconde, on déplace la carte et le héros pour que le jeu soit fluide et rapide. Si on regarde ViewMap, pour construire un niveau, ben c'est tout simple. On utilise les frames. Donc ici, dans Tile, on revient dans Tile. Vous avez frame 1, ça, frame 2, frame 3, frame 4, des éléments du décor. Eh bien, on donne le numéro 15, bah, ce sera des sapins. Numéro 13, des palmiers. Une porte, 19, une montagne. Et on remplit notre carte. Donc ça, c'est des lignes. Ligne à l'écran. Colonne, 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 colonne. Pareil, une carte 2. Donc ça, c'est des cartes. Dans un jeu plus complexe, on les charge via des fichiers XML, via remoting. Enfin, elles sont chargées dynamiquement en fonction de là où votre joueur se situe dans votre jeu. Donc, on construit notre carte avec des chiffres. Bon, évidemment, dans les jeux plus complexes, les développeurs programment un éditeur de cartes qui permet de créer automatiquement ce type de tableau ou le fichier XML ou autre, suivant le protocole que vous avez choisi. Donc l'éditeur, ça permet d'avoir visuellement tous les éléments de la carte et de construire beaucoup plus facilement deux visus plutôt qu'une suite de chiffres comme ça. Enfin bon, vous pouvez faire un éditeur de cartes si vous le souhaitez. Là, c'est pas le thème du cours. Pour l'instant, on va se concentrer sur la construction du niveau. Donc vous créez, c'est un tableau à 2 dimensions, votre carte. Qu'est-ce qu'on a? Setup UI, on initialise notre jeu. Donc j'ai mis plusieurs commentaires pour vous aider au maximum. Donc la taille d'une case, c'est 30 pixels comme je vous l'ai dit dans le fichier FLA. Les cases visibles à l'écran, nombre de cases visibles à l'écran sur la ligne des X et en verticale Y. Le centre de l'écran pour positionner le héros. Et bon, ça c'est calculé pendant le déroulement du jeu. Et pareil, la taille de la carte, c'est en fonction de la taille du tableau. Ensuite, nous avons les informations sur le personnage, ses coordonnées de départ en cases. Pour trouver les coordonnées des cases
autour du héros, c'est pour les tests de collision, et s'il a le droit de se déplacer, par défaut il a le droit de se déplacer nulle part, et en fonction de l'appui du joueur, s'il appuie sur la touche droite, gauche ou haut, on déplace l'utilisateur. Ça c'est la position et la taille du héros, donc on le sait sur notre carte à tout moment où se positionne le héros. Donc ici on attend un événement. Que le héros soit prêt. Une fois que le héros soit prêt, on lance la construction du level et on renseigne les informations de notre personnage, sa largeur et sa hauteur en fonction de la taille du héros réel qui est envoyé ici. Donc on construit notre level, on va parcourir notre tableau, donc on utilise un sprite qui va contenir toutes nos tailles les unes à la suite des autres, à côté quoi. On récupère par défaut, on prend la map, dans build level on a transmis la map 0. Enfin la map 1 je veux dire, celle-là, la première. Et on va lancer la construction. Donc on détermine les positions du héros lorsqu'il est proche des bordures, donc des bords de notre écran de jeu. Et ensuite, on va parcourir toutes les colonnes, et pour chaque colonne, on va mettre en place toutes les lignes de notre jeu. Donc tous les éléments graphiques. On fait colonne par colonne et ligne par ligne. Première colonne, toutes les lignes, tac, 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 tac. Deuxième colonne, toutes les lignes, tac, 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 etc., etc. Comme ça, on construit tout notre jeu. Donc on utilise un objet au map élément qui contient le nom de l'élément. Si la case est sur la carte, on lui donne un autre nom, tile. Ça c'est optionnel, on pourrait l'enlever, on s'en sert jamais. Mais dans les prochains cours, en fait, on va optimiser certaines fonctions de jeu pour gagner en rapidité et en ressources mémoire. Là, je fais des boucles, beaucoup de boucles pour retrouver certains éléments. Vous allez voir qu'on peut simplifier ça en ciblant directement avec le bon nom parce qu'on sait qu'il existe en théorie. La frame à afficher. Et si c'est une porte, on a notre fonction getPortByNumber. En fonction du nombre, donc on a configuré case 3, c'est une porte sur la première carte, case 19, c'est une autre porte sur la deuxième carte. On lui dit que c'est une porte. On donne la position de départ de notre personnage en termes de cases, et sinon par défaut il n'y a pas de porte. 3 et 19, si on regarde ici, 3, une porte, 19, une autre porte. Donc porte pour la première carte, porte pour la deuxième carte. Ensuite, on récupère est-ce que il est franchissable ou non l'élément du décor, donc notre case, est-ce qu'elle est franchissable ou pas. Il suffit de configurer ici toutes les images qui sont franchissables ou non et de les reporter ici. Donc nous on sait que de 1 jusqu'à 19, les portes c'est franchissable évidemment, et tous ces éléments sont franchissables, c'est soit des fleurs, de l'herbe ou des petits éléments du décor auxquels le héros peut passer à travers. Et sinon on a nos obstacles. Par défaut c'est pas franchissable, on met false. Ce return on pourrait l'enlever, on pourrait même mettre juste enlever ici et laisser celui-là, ça déroule. Enfin bon, c'est du détail. Ça nous permet à partir de la frame sélectionnée de savoir si le décor est franchissable ou non. Et ensuite, on crée new tile, donc une nouvelle case. New tile, ça va créer ça. Et on l'ajoute sur notre carte. Donc, on met notre objet où on garde toutes les informations, name locate, la frame, si c'est une porte, le clip. On l'ajoute sur la scène ici. À HotTiles qui va contenir, c'est un tableau qui contient tous nos éléments graphiques. On le positionne et on le met sur un GoToAndStop.frame. Donc on le déplace ici sur la bonne frame graphique. Et à la fin on l'ajoute à l'écran. On fait ça pour tout le monde. Ensuite on ajoute notre carte sur l'écran. On positionne notre héros à la position de départ que nous souhaitons, que nous avons configuré. On garde en mémoire les coordonnées d'origine du héros, c'est pour permettre de déterminer de quel côté déplacer la carte en fonction du héros. Et on envoie les coordonnées au vrai héros, lui, parce que ça c'est notre personnage sur la carte,
on envoie à la vue héros les nouvelles coordonnées qu'il devra utiliser, tout simplement. Et ensuite, on écoute un seul événement, MoveMap. Donc à chaque fois, on récupère les événements envoyés par la vue héros, ici, là. Tac, ici, en fonction des touches appuyées et des directions change. Et on lui dit de se déplacer. Donc on teste autour du héros s'il y a des obstacles. Donc on récupère getCaseByName, c'est cette fonction que je vous parlais où à chaque fois je boucle dans tous mes éléments graphiques dans mon tableau où il y a tous mes objets, mes tiles, mes cases et je recherche le nom. Cette fonction peut être optimisable. Dans un prochain cours, je vous montrerai comment l'optimiser où on n'aura plus besoin de parcourir tout le tableau. On ciblera directement le display objet par son nom et celui-là nous renverra sa position dans le tableau. Enfin, je vous expliquerai ça. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc, on continue de tester si les déplacements vertical en Y, s'il est possible ou pas avec la vitesse de déplacement du héros. On déplace le héros vers le haut si c'est possible. Donc on teste s'il y a des murs, pas de mur, donc déplacement. S'il y a un mur, on place le héros juste à côté du mur. On fait ça vers le haut, vers le bas, en horizontal Y, on teste getCorner. Et en déplacement à droite à gauche. Donc là, on récupère les éléments, on teste tout simplement à chaque fois si notre case, on peut passer à travers, elle est franchissable ou pas, walkable, on peut marcher à travers ou non, tout simplement. Ensuite, on continue et là on va déterminer donc les nouvelles coordonnées du héros, on envoie la nouvelle position du héros. Si c'est une porte, on va lancer la mise à jour de la carte, parce que chaque élément a une propriété porte avec un booléen. Donc UpdateMap, ça met à jour les nouvelles coordonnées du personnage pour le positionner sur la carte. Et on lance tout simplement un build level en lui transmettant un tableau, donc le point map au porte info. Et ça va relancer la construction d'un nouveau niveau. Donc ça, rien de bien compliqué. Et c'est là où on va déplacer la carte. En fait, la subtilité dans un jeu de RPG. Il y a le héros qui se déplace jusqu'au centre de la carte. Et ensuite, c'est la carte qui se déplace. Donc ça, faut bien le comprendre. D'un côté, vous avez le héros qui se déplace jusqu'au milieu de l'écran. Et ensuite, la carte se déplace jusqu'au bord. Et ensuite, quand on peut plus déplacer la carte sur la droite, par exemple, on a atteint le bord, mais on déplace uniquement le héros. Donc les deux se déplacent en même temps en fonction d'où le héros se situe sur la carte. Donc c'est ici, on teste en déplacement horizontal, si on doit déplacer la carte ou non. Donc c'est en fonction de la position du héros. Et ensuite, si on doit supprimer des lignes et des colonnes, parce que si on déplace la carte, évidemment, sur la carte, il y a des nouvelles cases qui vont changer. Donc on va faire un update case et un update case, qu'est-ce que ça fait tout simplement? En grosso modo, ça fait un goto end stop pour mettre à jour l'élément. Donc vous avez votre carte qui se déplace, mais on fait un goto end stop sur les cases existantes pour les changer graphiquement en fonction des données que nous recevons ici. Donc on vérifie si la nouvelle case est sur la carte, sinon on crée une case vide qui ne servira à rien. Et là, si c'est une porte, on récupère les infos de la porte. On repositionne le nouveau clip, évidemment, aux bonnes coordonnées. On récupère est-ce qu'il est franchissable ou non. Et on le met sur la bonne image dans notre movie clip. Donc là, c'est-à-dire que quand on déplace la carte, on reconstruit les cases les unes après les autres. En fonction de la position du héros, toujours. Soit on construit les cases qui sont celles plus à droite, soit on reconstruit les cases qui sont celles plus à gauche. Pareil pour un déplacement vertical, c'est le même principe. Soit on reconstruit les cases tout en haut, le plus en haut, ou alors le plus en bas. Ça dépend ici de la position du héros sur le jeu.
Donc là, je vous ai vraiment présenté très rapidement un moteur de RPG de type Zelda. Il y aura d'autres cours sur ce moteur pour à partir des questions que vous me poserez, je vous expliquerai un peu plus en détail ce qui vous pose problème. Par exemple, si c'est View Map, comment déplacer la carte, reconstruire graphiquement toutes les cases en fonction du déplacement du héros. Je vous expliquerai tout ça, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions sous la vidéo. Et bien évidemment, pour compléter ce jeu, il restera à ajouter des ennemis, que notre héros puisse se défendre en donnant des coups d'épée ou avec un pistolet, que notre héros puisse sauter par-dessus des obstacles sur la carte, rentrer dans une maison, enfin... Il y a aussi la gestion du jour et de la nuit. Enfin, tous ces éléments seront abordés dans les prochains cours sur ActionScript Facile. Donc, je vais vous montrer une petite démonstration du résultat de ce petit jeu. Je lance la compilation. Ça prend un petit peu de temps. Je mets le débugger en place et je vous montre donc notre carte n'est pas encore construite, il y a juste les bordures. Je clique sur le bouton commencer, ça affiche les éléments de la carte. Vous voyez, le héros se déplace, donc jusqu'ici la carte ne se déplace pas. La carte ne se déplace pas, uniquement le héros, là au milieu. Uniquement le héros se déplace, et dès qu'il va passer ce point, la carte se déplace. Et jusqu'ici, la carte arrête de se déplacer parce qu'on est arrivé au bord. Donc elle ne se déplace plus, la carte. Pareil jusque là, dès que la carte se déplace, vous voyez, je passe le milieu de l'écran, comme c'est configuré, la carte se déplace. Ici, nous avons donc une porte qui va charger le niveau 2 en direct. Tac, le niveau 2 est chargé et on peut se déplacer. Vous voyez qu'on est toujours à 40 images par seconde, on consomme à peine 8 mégas de mémoire. Bien évidemment, on peut l'afficher en beaucoup plus grand, notre jeu, en mettant beaucoup plus de cases et d'éléments. C'est juste, vu que c'est un cours, j'ai voulu faire simple, donc j'ai fait sur 300 par 250. Après, on peut faire comme d'habitude sur 550 par 400. Ça, c'est libre à vous. De toute façon, il y a des ressources mémoire disponibles. On peut se déplacer. Donc là, c'est un obstacle. Le héros ne peut pas passer à travers, là non plus. Là, c'est de l'herbe, donc il peut marcher dessus. Ici, c'est des sapins, il ne peut pas passer à travers. Donc tout ça est testé en direct. Le jeu est relativement fluide. Là, on a notre porte, hop, on passe là. Donc, rien ne vous empêche d'agrandir la taille de votre tableau. C'est-à-dire ici, la taille de ce tableau, pour que en agrandissant la taille de ce tableau, votre carte sera beaucoup plus grande et donc le déplacement dans le jeu sera beaucoup plus important parce que là, vous voyez, il n'y a que ça comme colonne. On a vite fait très rapidement le tour de la carte. On peut en mettre beaucoup plus et là où on peut jouer sur la subtilité, c'est de mettre les niveaux qui se chargent dynamiquement à chaque fois que le joueur passe une porte. Donc ça, c'est une petite démonstration de l'utilisation de ce moteur. Comme je vous le dis, il y a beaucoup de choses à rajouter et on va le faire tout au long de l'année en complétant et en améliorant ce jeu Flash. En attendant, et comme d'habitude, vous pouvez télécharger le code source complet de ce jeu Flash RPG Zelda sous cette vidéo. Et comme je vous le disais, pour les prochains cours sur les jeux Flash, n'hésitez pas à poser vos questions sur les difficultés que vous rencontrez, notamment dans ce code source ou dans le code source du casse-brique. Dites-moi les difficultés que vous rencontrez, quel type de jeu Flash vous avez développé et vous, quelle stratégie vous utilisez. Je vous dis à très bientôt sur actionscriptfacile.com.